Sans tabac en région, c'est chaque année plusieurs acteurs mobilisés, dont certains d'entre vous ici présents. Vous avez été 276 l'année dernière qui avaient participé donc à la campagne Moi sans tabac et ce qui a permis de mettre en place un peu plus de 450 actions sur la région. Et cette année, au niveau national, le site Moi sans tabac enregistre 159 600 inscrits, ce qui est beaucoup plus que l'année dernière, où à la fin de la campagne, on avait enregistré 112 933 personnes inscrites à Moi sans tabac au niveau national. Et donc, on espère que les inscriptions en région PACA cette année seront bien plus importantes que l'année dernière. Donc, comme je vous le disais, le webinaire d'aujourd'hui est le premier d'une série de 6 webinaires qui sont prévus pour cette campagne 2022 et qui vont donc s'échelonner à partir là du mois de novembre jusqu'au mois de mai 2023. Et nous aborderons donc différentes thématiques, une par mois, avec donc les thématiques à venir, le tabac et maladies chroniques, tabac et santé mentale, sevrage tabagique en situation de coaddiction, et un webinaire sur comment animer une action Moi sans tabac et les différents outils qu'on peut s'approprier. Et la dernière thématique, donc le dernier webinaire qui aura lieu au mois de mai, ça sera sur tabac et compétences psychosociales. Donc j'espère que nous vous verrons nombreux à ces différents webinaires. Juste un petit point aujourd'hui pour présenter un petit peu le profil des acteurs qui participent. Vous êtes principalement issus du monde de la santé au travail. Donc on a principalement des infirmiers qui se sont inscrits, des médecins du travail, mais aussi des psychologues. Docteur Cutarella, je vous passe la main si vous souhaitez dans un premier temps vous présenter et puis ensuite démarrer le webinaire. Merci beaucoup Ania pour cette présentation d'émission du CRES qui relaie aussi le Mois sans tabac depuis plusieurs années, depuis que le Mois sans tabac existe, et ça c'est super important parce que sans relais local, sans l'impulsion que vous mettez dans tous ces dispositifs gouvernementaux, mais qui viennent finalement de l'État, on va dire central, il faut le déployer, il faut le relayer en région, et c'est ce que vous faites et depuis le début. Donc c'est vraiment important pour nous, acteurs de terrain, d'avoir ces relais, et puis de montrer aussi qu'il y a toute la prévention que l'on peut faire dans le milieu scolaire, le milieu de santé, le grand public, et puis aujourd'hui en entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur depuis pas mal d'années maintenant, puisque en tant qu'addictologue, intervenir auprès des patients, c'est notre mission numéro 1, évidemment, mais à force de se rendre compte au cours des consultations que beaucoup de personnes qui consultent, elles ont un emploi et une grande partie de l'addictologie et des acteurs de l'addictologie se sont souvent historiquement très intéressés aux personnes désinsérées, et à juste titre. Elles avaient mis par contre de côté des personnes qui étaient insérées, et l'accès aux soins n'avait pas été en tout cas huilé pour leur donner un traitement, un accompagnement dont ils nécessitaient autant que les autres. Et c'est dans cette dynamique-là que j'ai souhaité depuis maintenant plusieurs années intervenir aussi en entreprise. C'est ce que je fais depuis donc ces années-là, auprès de la sensibilisation. Et vous avez donné quelque chose d'important tout à l'heure, c'est les outils et les modalités de mettre en place des actions de prévention et de sensibilisation. Prévention Moi sans tabac, par exemple, et c'est un des grands dispositifs qui existent aujourd'hui en France, qui malheureusement n'a pas eu son petit frère ou petite sœur ou cousin de Moi sans alcool que nous avions évoqué il y a quelques années, et qui est tombé un peu aux oubliettes. C'est dommage, alors qui est quand même relié avec Janvier sobre, etc., mais qui n'a pas eu la mise en lumière dont a bénéficié le Mois sans tabac. Et puis, il y a aussi les actions auprès des managers et des médecins et infirmiers du travail. Et ça, c'est aussi très important, puisque former, c'est pas aussi que donner de l'enseignement magistral, c'est aussi de créer des véritables partenariats entre les professionnels de santé
santé d'un côté, et les confrères, consoeurs et infirmiers du travail, psychologues du travail qu'on peut avoir, mais aussi les managers de l'autre côté qui ont une responsabilité et qui ont aussi je dirais même une double responsabilité à la fois légale et éthique de la part de leurs salariés vis-à-vis de la santé. Et donc, l'addiction fait partie aussi de la santé et peut détériorer la santé, et on va en parler tout à l'heure. Donc voilà, donc merci pour tout ça. Et j'ai vu qu'on avait des participants un peu de différents horizons, que ce soit au niveau d'information, mais aussi au niveau géographique. Donc moi, je suis le docteur Cutarella, je suis psychiatre et addictologue et aussi tabacologue, même si addictologue, pour moi, sous-entend être tabacologue, évidemment, et, et je suis psychiatre de formation. Encore une fois, peut-être pour détailler, je pense que le fait d'être psychiatre est pour moi très, très important, puisque on va pas chercher une addiction juste par les consommations, mais en y allant chercher ce qu'il y a dessous, ce qui sous-tend cette addiction, parce que les consommations, c'est pour moi la manifestation de l'addiction, et l'addiction, c'est le problème de fond, et c'est ça que l'on va s'atteler à résoudre avec le patient. Et c'est pour ça qu'aussi un psychiatre, un addictologue, un psychiatre addictologue, ce que vous voulez, n'est jamais de suffisant seul, et accompagné par une équipe pluridisciplinaire, ce qui est mon cas, ce qui est le cas d'à peu près tous ceux qui ont de la chance comme moi, parce que je sais que c'est pas tout le monde, d'avoir pardon, une équipe et de travailler avec un staff d'infirmiers, de psychologues, de travailleurs sociaux, d'éducs pour certains, et bien sûr d'administratifs, pardon, comme la secrétaire qui a aussi son rôle. Donc voilà, on va commencer tout de suite, et vous pouvez retrouver aussi les infos dont je vous parle. J'ai un blog qui s'appelle, qui porte mon nom, qui est écrit là. Et pour ceux qui se posaient encore les questions, le GRAP, qui est l'association d'addiction de Provence, qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, dont je suis le président depuis plusieurs années, on va reprendre le congrès qui s'était arrêté à cause du Covid. Et pour 2023, donc normalement, ce sera à la faculté d'Aix-en-Provence de psychologie. Et, et on vous attend avec grand plaisir pour cette journée autour de l'addiction. Alors, un petit mot sur la tabacologie, l'addictologie. C'est vrai que depuis un temps, c'était séparé. On avait les tabacologues, les toxicologues de l'autre côté, les alcoologues de l'autre. En fait, aujourd'hui, tout le monde fait partie de la même famille. C'était déjà le cas avant, mais là, au moins, c'est officiel. Et on fait partie de la famille qu'est l'addictologie. Alors, peut-être que j'enfonce un peu des portes ouvertes pour pas mal d'entre vous qui savent déjà tout ça. Qu'est-ce que c'est que l'addiction? Il y a des facteurs prédisposants. On n'est pas tous égaux devant l'addiction. Il y a des facteurs génétiques. Il y a beaucoup de gènes qui ont été mis en évidence en santé mentale, y compris en addictologie, où, comme dans d'autres pathologies chroniques, on a une génétique qui sous-tend tout ça. Alors, ça ne veut pas dire que tout va passer par la génétique, évidemment que non. Il y a d'autres éléments comme l'histoire de vie, la personnalité, est-ce qu'il y a des troubles psychiatriques lourds derrière, et l'environnement également, des personnes qui ont eu une histoire de vie très compliquée, on s'en rendra compte que seront plus vulnérables et donc plus représentées dans la population que l'on peut avoir en soins en addictologie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'addictologie? Puisqu'on verra après ce que ce n'est pas. C'est une pathologie du cerveau, c'est une pathologie chronique du cerveau. Ce n'est pas qu'une question de volonté, évidemment. C'est une maladie qui est aussi transversale, qui nécessite donc, comme je le disais, un étayage pluriprofessionnel, pluridisciplinaire, et chacun va apporter de sa pierre au fonctionnement et à l'édifice que va fonctionner, qui va faire le soin du patient. Donc, il va avoir des répercussions au niveau de son milieu professionnel, personnel, conjugal, notamment l'alcool, puisque c'est celui qui décrit comme celui qui aura le plus, toute drogue confondue, le plus d'impact au niveau de l'entourage. Par contre, l'addiction, qu'est-ce que ce n'est pas?
C'est pas la maladie que pour les malades mentaux, atteints de troubles psychiatriques ou de SDF. Il peut y avoir des personnes totalement insérées qui souffrent d'addiction. Il peut y avoir aussi des personnes qui pensent que l'addiction, c'est une question simplement de volonté et avec qui un petit traitement ou un gros traitement, mais rapide et efficace, ça va rentrer dans l'ordre. Malheureusement que non, on n'est pas dans le cadre d'une pathologie infectieuse ou autre, on est dans le cadre d'une pathologie chronique, comme je le disais tout à l'heure, et dont le patient va avoir une participation active extrêmement requise, comme vous vous en doutez. Alors, parmi plusieurs produits qui peuvent rendre addict ou plusieurs comportements, parce qu'il n'y a pas que les produits, les substances licites ou illicites qui peuvent entraîner l'addiction, on a les comportements, hein, on sait l'addiction au travail, hein, qui fait d'ailleurs bien le lit du burn-out sans rentrer dans les détails, la bigorexie, l'addiction aux écrans, etc. Mais une cigarette, on pourrait se dire qu'il n'y a, aucun dispositif mieux adapté qu'une cigarette pour rendre addict. Une cigarette, on peut la fumer en quelques minutes, on l'écrase, on la termine et on peut reprendre son activité, notamment professionnelle. Il n'y a pas d'altération de l'état de conscience en fumant une cigarette, même en fumant 2 ou 3 cigarettes. Je dirais même qu'on pourrait fumer un paquet de cigarettes et reprendre son travail ou prendre sa voiture. On n'aura jamais de problème si on se fait contrôler après avoir fumé plusieurs cigarettes au volant. Les cigarettes tiennent dans un paquet qui est vendu avec 20 cigarettes. Ce n'est pas des paquets de 20, de 40 ou de 50 ou de 100 cigarettes. C'est un petit paquet de 20 cigarettes, et ça a toujours été le cas, qui tient dans la poche, on a même vendu des paquets souples à un moment donné, on tient, peut-être toujours d'ailleurs, on peut avoir ce paquet dans son sac et tout le monde peut le trimballer où il veut, ça ne prend pas une place inconsidérée, c'est très facile à utiliser. Après, il y a le dispositif en lui-même. À chaque fois qu'on tire sur la cigarette, on va avoir un pic de nicotine. Il se passe 7 secondes entre le moment où je vais tirer, on appelle ça shoot en anglais, où je shoot ma cigarette, et on va avoir ce shoot, là, cet effet shoot, pic euphorisant si on veut, au bout de 7 secondes. Et à chaque fois qu'on va tirer sur la cigarette, on va avoir des pics de nicotine. Et puis, au bout d'un moment, ça va redescendre jusqu'à passer en dessous d'un seuil de satisfaction qui va nous donner l'envie. Et donc, les premiers signes fins, ça va être assez fin, les récepteurs vont le percevoir et nous envoyer le message, il faut reprendre une cigarette, et ainsi de suite au cours de la journée. Donc, il y a vraiment le dispositif en tant que tel qui entraîne l'addiction, c'est-à-dire rien de mieux que ce pic de nicotine. Et on peut voir qu'il n'y a pas un autre dispositif qui va entraîner ces pics de nicotine aussi rapidement et aussi efficacement. Ça a été bien étudié, comme vous l'imaginez. On peut avoir de la nicotine de façon différente, par exemple le patch, mais on ne sera pas du tout sur la même inertie, on sera sur une libération très lente et très progressive avec une phase plateau et qui va couvrir 24 heures jusqu'à diminuer à un an lent en attendant d'avoir le prochain patch qui va prendre le relais. C'est le principe de base des traitements de substitution. On n'a pas 50 000 drogues où on a des véritables traitements de substitution, notamment avec des agonistes purs comme les patchs. On a la nicotine, la cigarette avec la nicotine, et l'héroïne ou les opioïdes où on a des traitements de substitution avec la méthadone qui est un agoniste pur des récepteurs mu. Et là, on a les substituts nicotiniques oraux ou par patch, mais par patch qui va délivrer sur 24 heures un agoniste partiel de la nicotine, un agoniste plein, un agoniste pur de la nicotine. Donc ça, c'est un point un peu pharmacologique, mais qui est intéressant. Et puis cela va donner du plaisir avec la cigarette, et donc on va avoir envie de retourner prendre cette cigarette. Et puis, in fine, on pourrait se dire, finalement, c'est pas si cher que ça, une cigarette. Une cigarette en tant que telle, un paquet 10 un paquet de 20 vaut 10 euros. 20 cigarettes, 10 euros. 10 euros, on peut se payer un paquet de cigarettes. Le problème étant que même à 10 euros, et je vous rappelle qu'il y a encore quelques années, on était loin des 10 euros et avant les 7 euros, on était encore bien en dessous, et une augmentation du prix.
Mais même à 10 euros, finalement, c'est quelque chose qu'on peut s'acheter. Le problème étant qu'il faut l'acheter tous les jours pour ceux qui fument un paquet par jour. Et là, on arrive à des sommes assez importantes de plus de 300 euros par mois. Et là, on arrive à presque un demi-loyer ou un petit loyer tous les mois qui partent en fumée. Néanmoins, un paquet, ça reste pas trop cher et c'est pas les 300 euros à sortir d'un coup, mais des 10 euros de temps en temps. Et encore que les gens, en moyenne, fument moins qu'un paquet par jour. Alors, une petite équation que je trouve intéressante, c'est une substance qui va donner du plaisir, c'est-à-dire en libérant de la dopamine. Dopamine égale plaisir. Plus un marketing qui est mis derrière, ça va entraîner de l'addiction. Et le comportement pulsionnel qui va être derrière, qu'on pourra appeler le craving. J'imagine que tout le monde ici sait ce que c'est que le craving, même si le craving, en fait, c'est quand même quelque chose d'assez complexe à conceptualiser parce que ce n'est pas que la compulsion, ce n'est pas une envie non plus, c'est une compulsion à aller prendre une substance où on s'y attend pas vraiment. Il y a un caractère soudain, brutal et irrépressible d'aller chercher la substance, mais ça se manifeste aussi différemment parce que la personne qui va arrêter une substance pour aller en chercher une autre, ça aussi c'est le craving, la polyconsommation, c'est le craving. Et puis également les personnes qui vont se jeter sur le sucre lors d'un arrêt d'une substance, on le connaît bien pour le tabac, parce qu'on dit si j'arrête de fumer, je vais prendre du poids. Pas nécessairement. Si le craving est bien contrôlé, il n'y aura pas de prise de poids. Mais on le retrouve également dans d'autres types d'addictions, enfin d'autres types de consommation. L'alcool. Plein de personnes qui arrêtent l'alcool vont avoir tendance à aller chercher une autre substance et souvent ça peut être la nourriture, des compulsions euh, euh, sucrées ou salées. Encore une fois, on peut retrouver à l'inverse des personnes qui avaient des compulsions alimentaires, qui ont eu un arrêt sans prendre en charge de façon psychologique par une sleeve, une chirurgie bariatrique autre, et qui vont arrêter les compulsions alimentaires, en tout cas qui ne seront pas satisfaisantes, mais passer à l'alcool d'un autre côté. Ça, on a vu, j'imagine, pour ceux qui travaillent en addictologie, le cas de façon récurrente. Alors, les conduites addictives au travail, c'est bien connu, on les retrouve, les statistiques sont assez connues là-dessus. À peu près 20% des arrêts de travail sont liés à une consommation de substances psychoactives. Les personnes les plus représentées au niveau du travail, on a à peu près les 18 à 35 ans. Après, quand on voit la différence entre les personnes occupées et les demandeurs d'emploi, on voit que pour le tabac et pour l'alcool ou pour le cannabis également, on a davantage de représentation, une prévalence supérieure pour les personnes qui sont au chômage, qui sont demandeuses d'emploi, que les personnes les actifs occupés. Néanmoins, aujourd'hui, on se focalise un peu sur le tabac et je vais peut-être pas briser la glace tout de suite parce qu'il faudra que vous réfléchissiez tout à l'heure, mais la prévalence du tabac en France, peut-être que vous la connaissez, Anya, je suis sûr qu'elle la connaît par cœur. Et même elle doit connaître aussi les différentes prévalences dans les régions. On l'interrogera tout à l'heure, mais pour voir si elle suit. Mais en tout cas, si vous voyez la prévalence chez les actifs du tabac et chez les demandeurs d'emploi, on est à quasiment 40% de fumeurs. Vous imaginez, c'est énorme. C'est ce qu'on retrouve presque chez les personnes qui ont des troubles psychiatriques lourds comme les troubles bipolaires. Bon, la schizophrénie, on va être au-dessus quand même, mais on est très au-dessus de la moyenne de la population générale. On va être au-dessus de la prévalence du tabagisme en France. Et bien pour les actifs occupés, retenez bien ce chiffre de 28% et on va voir quelle est la prévalence du temps passé au tabac. Gardez ça à l'esprit. Anya, elle l'a mémorisé, elle le connaît par cœur et on va y revenir tout à l'heure. Alors pourquoi parler du tabac au travail?
Mais en fait, il y a du temps de pause qui est passé à aller fumer une cigarette. Alors peut-être que vous, vous avez le droit. J'ai vu qu'il y avait un service de tabacologie qui était présent. Alors peut-être que eux, ils ont le droit de fumer dans leur salle de repos ou peut-être même dans les couloirs du service. Néanmoins, c'est interdit dans l'ensemble des autres services hospitaliers et même dans des endroits qui ne sont pas hospitaliers, on ne peut plus fumer. Donc il faut descendre, quitter son poste pour aller fumer. Il y a une perte de temps. Il y a une vulnérabilité supérieure aux pathologies. Quand on est fumeur, c'est pas un scoop, on a plus de risques d'avoir une pathologie, aggraver un cancer, oui, tout à fait, ou déclarer un cancer, un diabète, pathologie cardiovasculaire et évidemment pneumologique, BPCO ou autre, et plus susceptible d'avoir euh, aggravé un asthme, par exemple, ou une infection pulmonaire. Alors, je parlais tout à l'heure de la responsabilité éthique du manager. Bien sûr qu'il n'a pas eu l'obligation de faire arrêter ses fumeurs, mais au niveau légal, il y a des choses qui sont faites par rapport à l'addiction en milieu professionnel. Bien sûr que le tabac passe en dessous les radars souvent, puisqu'il il n'altère pas l'état de conscience, il ne va pas faire de fautes professionnelles à proprement parler. Néanmoins, il faut quitter l'endroit où on travaille, et puis on parle d'incendie, mais c'est vrai que ça peut arriver, donc en cas de faute, là, ça en peut en être une, de fumer la cigarette et de foutre le feu à l'entreprise. 20% des accidents du travail sont liés aux conduites addictives, mais ça, on reviendra, on en a parlé, on reviendra tout à l'heure. C'est aussi la façon de mettre le pied dans la porte. Beaucoup d'entreprises, j'avais encore une entreprise tout à l'heure au téléphone, une grosse boîte euh, qui fait des hélicos. Euh, il y a des choses à faire en entreprise et j'évoquais ça avec eux. Parler du tabac, c'est peut-être parler par la suite d'autres types d'addictions. Alors là, c'est un petit graphique, enfin un petit tableau qui date un peu maintenant, qui avait été mis en place par INPES, mais pour montrer en fonction des demandeurs d'emploi et des actifs, hein, ça revient à voir ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc on va un petit peu passer les substances psychoactives. Mais ce qui est davantage intéressant, c'est ce qui est après, parce que là on parlait de l'alcool et le tabac quotidien. Donc on était même au-delà à l'époque. Et bien au-delà aussi chez les actifs occupés. Alors, en fonction des secteurs, l'agriculture, on voit qu'il peut y avoir des en consommation ponctuelle intensive, CPI, également dans le milieu de la construction. Donc c'est vrai que le BTP, c'est un milieu qui est assez surreprésenté. Et puis, je pense que le milieu le plus représenté, et c'est ce qu'on retrouvait déjà à l'époque et qu'on retrouve dans les, les statistiques et les études, les enquêtes qu'a fait la Mildeka, c'est la restauration, l'hôtellerie et le milieu du art et spectacle, où on a le plus d'addictions représentées. Alors, en fonction des professions et des catégories socio-professionnelles, on a une différence. Donc là, c'est la population masculine, et puis après, on verra la population féminine. En fait, les agriculteurs sont moins fumeurs que les autres. Par contre, la consommation d'alcool quotidienne est assez importante pour eux. Les cadres sont encore moins fumeurs, mais on pourra voir qu'il y a d'autres types de consommation et il y a moins de cannabis et de cocaïne chez les cadres masculins. Les ouvriers ont plus de consommation alcoolique. Voilà, pour la population féminine, on a d'autres types de consommation. Notamment les personnes qui sont euh, les agricultrices, il y en a peut-être moins que des agriculteurs, mais il y en a et on voit qu'en fait, elles consomment, ce sont les personnes qui consomment parmi la population féminine, hein, le plus de cocaïne. Alors,
difficile à savoir pourquoi. Par contre, quand on regarde les cadres, donc les femmes cadres, on a une consommation d'alcool qui est importante. Mais pas dans n'importe quel type d'alcool, de façon de consommer l'alcool. On a, pas en quotidien, mais une consommation ponctuelle, un peu du binge drinking chez les femmes cadres, contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure pour les hommes. Pour la même catégorie professionnelle et pour le même type de consommation. Également, chez les femmes cadres, on a une consommation de cannabis qui semble plus élevée qu'ailleurs, alors que finalement, ce que je disais tout à l'heure, là où on a l'habitude de retrouver des consommations plus importantes, c'était plutôt hôtellerie et restauration et BTP. Alors peut-être que bâtiment, tout ça, et c'est une catégorie qu'on n'a pas trop chez les femmes. Par contre, hôtellerie, restauration, oui, et art et spectacle également. Donc peut-être qu'on pourrait sortir des conclusions un peu triviales comme ça, un peu hâtives, mais qui pourraient expliquer cette tendance où on a peut-être un besoin anxiolytique important avec la consommation de cannabis et d'alcool en binge comme ça, en consommation importante chez ces femmes cadres. Voilà. Et les femmes cadres, ce sont celles qui consomment le moins de tabac. Et on en avait un peu plus chez les femmes artisans commerçantes. Alors pourquoi parler du tabac en milieu professionnel? Imaginez qu'on prenne 5 minutes pour descendre fumer une cigarette, qu'on prend 5 minutes pour fumer sa cigarette, qu'on prend 5 minutes pour retourner au milieu du travail, et puis imaginez qu'on rencontre quelqu'un quand on revient et qu'on passe aussi 5 minutes avec cette personne. Ça fait 20 minutes passées à une cigarette. Alors peut-être que vous me direz c'est un peu exagéré. Bon, ok, on peut lever les 5 minutes où je rencontre quelqu'un. Après tout, on n'est pas tous de Marseille et on n'a pas tous besoin de parler 5 minutes avec chaque personne qu'on rencontre euh, dans les couloirs. Si tant est qu'on les rencontrait juste avant, mais bon, ça peut être aussi générateur de parler encore 5 minutes, voire 10 minutes si on l'a rencontré et qu'on a parlé avant. Prenons 15 minutes passées par cigarette. Mais si on regarde par 10 cigarettes consommées sur le lieu de travail, pour info, on est plutôt entre 10 et 13 cigarettes fumées par jour, donc on sera peut-être en dessous. Tout dépend le nombre de cigarettes qu'on fume au travail. Il y a des gens qui fument plus chez eux, il y en a qui fument plus quand ils sont au travail. Mais ça fait 1 heure et demie de temps passé par jour juste pour fumer, quand on prend 15 minutes. Et si on est toujours sur les 10 cigarettes fumées par jour au travail, on est à 7 heures et demie passées par semaine à fumer des cigarettes. Ce qui correspond également à 30 heures par mois à fumer sur le lieu de travail. Donc c'est sûr que quand vous dites ça à un DRH ou à un manager qu'une petite semaine est passée à fumer pour chaque salarié fumeur, ça peut le faire réfléchir et lui dire, bah, non pas, et j'espère que ça va pas donner cette idée-là de sanctionner les fumeurs, mais par contre leur donner, parce que de toute façon, même s'ils veulent sanctionner leurs fumeurs, qui les sanctionnent, ils peuvent pas les empêcher d'aller fumer leurs cigarettes en bas. Par contre, ils peuvent les aider et mettre des dispositifs en place pour les aider, les accompagner à réduire et pourquoi pas sevrer le tabagisme. Parce que s'ils arrêtent, bah, c'est gagné pour tout le monde, évidemment par la personne en plus, mais aussi pour diminuer, et ça je ne l'ai pas pris en compte, la vulnérabilité aux maladies et les temps d'hospitalisation, les durées moyennes de séjour sont plus importantes pour les fumeurs. Et donc une récupération plus longue et un arrêt de travail et des arrêts de travail plus fréquents et plus longs. Donc il aura une meilleure qualité de vie au travail, ils auront des salariés moins absents, moins longtemps absents et donc dans une meilleure forme et donc plus productifs. Tout le monde est gagnant, sauf l'industrie du tabac. Et puis, ça peut faire réfléchir aussi, parce qu'au lieu de demander des augmentations nettes d'impôts, 160 € en moins à dépenser, ou en plus à la fin du mois. Et ça, c'est quand même intéressant pour 10 cigarettes. Et celui qui fume plus, celui qui fume un paquet par jour, il sera à plus de 300 € de gain par mois.
Et ça peut faire réfléchir certains. Alors pas tous évidemment, mais ça peut commencer à initier quelque chose. Donc les fumeurs, quand on voit que on se croyait tous, nous, personnes du Sud, enfin, je crois qu'on est en majorité autour de ce webinaire, le cliché du Parisien avec sa cigarette, ben non, c'est ceux qui fument le moins, ce sont les Parisiens. Enfin, en tout cas, c'est l'Île-de-France qui est dans la moyenne la plus basse. La moyenne nationale, on est à 13 cigarettes en moyenne par jour. Et nous, en PACA, on est un petit peu au-dessus. On voit aussi que les personnes qui ont tenté d'arrêter de fumer, il y en a pas mal chez nous en PACA qui ont demandé de l'aide, suivant les chiffres de Santé publique France. Donc c'est intéressant de voir qu'on a des personnes qui sont assez fumeuses, qui fument en moyenne plus de cigarettes que un petit peu plus que la moyenne nationale, mais en même temps des personnes qui ont tenté d'arrêter plus que la moyenne nationale dans notre région. C'est intéressant. Et puis quand on regarde les personnes qui vapent, on se rend compte qu'en PACA, il y a aussi beaucoup de personnes qui vapent, presque la région où il y a le plus de vapoteurs. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire de tout ça? Peut-être que des gens qui fument beaucoup en PACA, et on va voir que la prévalence du tabagisme en PACA, elle est supérieure aussi à la moyenne nationale, que le nombre de cigarettes moyens fumées par jour est supérieur à la moyenne nationale, mais également que le nombre de personnes qui a tenté d'arrêter de fumer ou qui a demandé de l'aide pour arrêter de fumer en PACA est supérieur à la moyenne nationale. Et il y a plus de vapoteurs là, qui est aussi supérieur à la moyenne nationale en PACA. J'en déduirais que les personnes qui aimeraient arrêter de fumer en PACA, et il y en a beaucoup, ne trouvent pas l'accompagnement et l'aide nécessaire pour le faire, alors ils se tournent vers des dispositifs alternatifs, moins dangereux évidemment, mais en tout cas pas dispositifs de santé est reconnu comme tel, qu'est la vape. Ce qui est très bien parce qu'il vaut mieux la vape que la cigarette. Mais si on répondait positivement à accompagner tout professionnel de santé que nous sommes ici, ces personnes-là, peut-être qu'on ferait baisser la prévalence du tabagisme en PACA. Voilà la réponse. On voit en rouge les personnes qui fument et on voit que chez les 18-75 ans, on est en PACA. En tout cas, dans le sud et dans le nord, on n'est pas forcément les meilleurs élèves. Et la Corse compris. Et on a du travail à faire. On est au-dessus de la moyenne nationale, qui est et vous allez dire après combien est la moyenne nationale, quelle est la prévalence du tabagisme en France. Est-ce que on peut faire un petit sondage? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la moyenne du tabagisme en France? La prévalence du tabagisme en France. Est-ce que vous pouvez répondre rapidement par le chat? On a été à 1/3, mais quand on regarde la prévalence avec les chiffres les plus récents, on était à 28% et grâce à l'action Moi sans tabac, on était tombé à 25,9 de prévalence du tabagisme. Et ça, c'est une très bonne chose. Alors, malheureusement, les confinements ont fait remonter un petit peu en disons stabiliser, mais réaugmenter les courbes, notamment chez les personnes les plus précaires. Et donc, ça veut dire que le dispositif Moi sans tabac fonctionne, continuera à fonctionner dans la mesure où il continue à être relayé par nous et à vivre. C'est une action comme ça ne sert à rien, donc ça, au moins le confinement, enfin le Covid a pu montrer que une action comme ça ne servait à rien, mais qu'il fallait une action répétée et annuelle et sur un temps important comme le mois sans tabac, un mois par an, tous les années extrêmement relayé en région et sur tout le territoire. Donc on est dans le bon. Il faut continuer. Donc on est à une prévalence un petit peu inférieure de 26%. On va dire 26%, donc vous étiez plutôt pas trop mal. Ça veut dire qu'en PACA, comme on est au-delà de 30, on a du boulot. Alors les processus cérébraux neuroanatomiques impliqués dans l'addiction,
On les retrouve pour toute addiction, en fait. C'est pour ça que l'addictologie est une même discipline. Après, il y a des spécificités avec les récepteurs et les substances que l'on va consommer, mais sinon, ça ne va pas aller chercher bien loin. Donc, on a le processus addictif qui est en fait euh, qui prend, qui prend naissance dans le noyau accumbens et qui va se projeter ensuite vers la partie la plus antérieure qui est le cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, c'est ce qui est en avant, et ça, c'est ce qui est le responsable de la pulsion et des prises de décision. Et en fait, quand il y a un équilibre entre ce qui est écrit stop en avant et go au milieu, on a une difficulté à faire en sorte que ça soit maintenu dans le processus addictif. Quand il y a un équilibre entre les deux, c'est le processus basal, et quand le go prend le dessus sur le stop, c'est-à-dire que l'addiction se met en place et que les signaux qui sont envoyés du circuit de la récompense par les voies dopaminergiques au cortex préfrontal, eh ben alors le cortex préfrontal, qui a son rôle inhibiteur, ne peut plus dire stop et va aller satisfaire l'impulsion, la pulsion, la compulsion à aller chercher la substance. Donc la définition de la dépendance, je vais être rapide parce que vous connaissez, hein, c'est l'état psychique et physique résultant de l'interaction entre un organisme vivant et une substance caractérisée par des réponses comportementales, avec une compulsion à prendre la substance de façon périodique d'abord, et puis après de façon continue pour ressentir les effets, et parfois pour aller chercher la substance pour éviter l'inconfort de son absence, c'est-à-dire le manque. Ça veut dire que, et ça exprime bien les trois dimensions de l'addiction, la partie psychologique, comportementale et physique, donc physique ou pharmacologique de la dépendance. Je pense que je la décris ici. C'est un peu petit. C'est la nicotine. C'est la nicotine qui va être responsable de la dépendance pharmacologique et surtout de la façon dont est délivrée la nicotine. Par contre, la dépendance psychologique, donc le craving, cette pulsion qui fait qu'on va aller chercher la substance, on peut la retrouver dans plusieurs types d'addictions. Et puis, la dépendance comportementale, c'est les rituels, les habitudes que l'on a mis autour de cette addiction et qui fait que, il est difficile de s'arrêter. Et c'est pas que le fait de prendre des patchs ou des substituts qui va nous faire arrêter, mais il y a une partie comportementale et une partie psychologique derrière toute prise en charge en addictologie. Alors le mois sans tabac, ça peut être une très bonne, un très bon pied à l'étrier pour aller mettre en place des actions en entreprise. Certaines l'ont déjà fait, c'est une implication de masse, l'esprit d'équipe, et puis des implications locales qui peuvent aller soit dans les établissements de santé, soit dans les entreprises pionnières qui ont déjà mis en place un certain nombre de choses. Et j'en ai déjà rencontré depuis plusieurs années qui ont essayé de mettre en place tout ça. Et à juste titre. Donc on voit l'espèce de rupture et à bon escient de ces prévalences de tabagisme, moyennes de tabagisme, depuis la mise en place du mois sans tabac, valable chez les hommes et chez les femmes. Que ça continue. Comme toute addiction, le cycle de Prochaska, et on n'aura pas le temps, vu l'heure qui tourne, d'entrer dans les détails, mais le cycle de Prochaska, c'est un cercle en fait qui permet de montrer les différentes étapes du changement. J'imagine que vous connaissez ça par cœur, entre je n'ai pas de problème, la pré-contemplation, j'ai un problème mais je vais le gérer, et puis la planification, je vais mettre en place quelque chose, entre je vais et je le fais vraiment, c'est-à-dire le passage à l'action. Des fois, il se passe beaucoup de temps entre tout ça, des fois un an, entre le moment où vous voyez pour la première fois un patient et la fois où vous allez le voir pour la deuxième fois. Et puis l'action, il va mettre en place des choses qui vont marcher, c'est la phase de maintenance, et puis relapse, c'est la rechute. Et il faut des fois faire plusieurs fois le cercle pour arriver. Prochaska disait qu'en moyenne pour le tabac, c'était 7 fois le cycle complet pour sortir complètement et définitivement du tabac. Alors, on était à 28 et puis on était à 26.
Par contre, si on a, ah mince, la population qui est addicte au tabac, à l'alcool, quelle serait la population selon vous? Quelle serait la population, la prévalence du tabagisme, euh, du tabagisme en France chez ces personnes qui consomment? 85% de prévalence du tabagisme chez les personnes qui ont un problème d'alcool également. C'est énorme, c'est énorme. Donc, encore plus pour les personnes qui suivent parmi vous des personnes qui ont des patients ou futurs patients ou salariés ou usagers qui consomment aussi de l'alcool, il y a un gros travail à faire aussi sur leur tabagisme. Même s'ils ne veulent pas le faire, quand vous leur dites Mais ah oui, mais non, moi je veux pas d'accord. arrêter la consommation d'alcool et de tabac en même temps. Mais par contre, si vous leur proposez de réduire, tous vont vous dire ah oui, de réduire, je veux bien. Ouais. Et la population sous TSO, sous traitement de Beh, substitution opioïde, c'est une très grosse prévalence, effectivement. On est dans les 95, 90, 95, 99% suivant les études. On a beaucoup de fumeurs. Encore une fois, les personnes qui sont sous méthadone, sous buprenorphine, ça veut dire qu'ils sont déjà en soins et beaucoup de ces personnes-là ne mouriront pas de leur addiction aux opioïdes, mais de leur tabagisme. Et l'addiction aux opioïdes est mal connotée, elle fait peur, la méthadone, c'est les tox, etc., etc. Sauf qu'en fait, et beaucoup moins pour le tabac, sauf qu'en fait, c'est le tabac qui tue plus que la méthadone. Un petit focus sur le cannabis quand même. On a, comme vous l'imaginez, on n'est pas les derniers non plus. Concernant ces consommations-là, on n'est pas les premiers suivant l'étude Escapade de 2018. Alors le tabac et le cannabis sont souvent liés et c'est une question qu'il faut poser systématiquement parce que les gens qui viennent pour le tabac, certains ont aussi des consommations de cannabis. En tout cas, ceux qui ont une consommation de cannabis ont une consommation de tabac, ont une substance inhalée et qui ont une proximité à ce niveau-là. Alors là également, on a des chiffres qui nous montrent une consommation en PACA qui est assez élevée en pourcentage par rapport à la France métropolitaine. Alors l'action du THC, alors là on sort un petit peu du cadre, mais l'action du THC va être sur les récepteurs CB1 qui vont entraîner forcément des signes de sevrage au moment de l'arrêt. On a, comme pour le tabac, des signes de manque physique à l'arrêt de la substance. On a les signes de manque physique du sevrage tabagique, on a des signes de manque physique pour l'alcool, on a des signes de manque physique pour le cannabis. Et le THC a une action via ces récepteurs CB1. Les récepteurs CB1, pour votre information, c'est les récepteurs les plus représentés dans le système nerveux central. Donc, vous imaginez un peu l'impact que peut avoir la consommation de THC. Et il va y avoir une activation au niveau des régions para-hippocampiques et donc de capacité, qui dit hippocampe dit la mémoire, et il y a le THC va affecter l'attention et la mémorisation, notamment de mémoire de travail, ce qui peut expliquer des impacts aussi au niveau donc de la concentration et donc des accidents de travail. Bien sûr qu'il y a aussi des actions, puisque c'est une substance fumée, donc inhalée, comme avec une combustion, comme pour le tabac. On a des conséquences sur l'appareil pulmonaire, cardio-respiratoire, aussi ORL et des voies aérodigestives supérieures. Et puis les troubles psychiatriques, parce qu'on peut avoir une décompensation délirante ou dissociative sur un terrain propice, par exemple, sur par exemple, un terrain génétiquement euh, à risque, on peut avoir une risque de décompensation, mais aussi une réversibilité, puisque on a pas mal de patients qui arrivent dans un état quasi psychotique ou schizophrénique, et avec l'arrêt du cannabis, une réhabilitation psychosociale, un travail comportemental et un traitement antipsychotique, on arrive à faire marche in arrière, et ça, c'est plutôt intéressant. Un petit point aussi sur l'alcool, on a parlé du cannabis, on fait un focus sur le tabac, mais quand même parler d'alcool qui est le plus admis dans notre société. Néanmoins, dans le milieu du travail, il y a une façon de voir les choses. Certaines cantines ont encore dans
en leur sein des possibilités de consommer lors des repas de l'alcool. Dans les règlements antérieurs, on a 4 alcools qui sont acceptés. Néanmoins, à la pause, autant la cigarette sera tolérée. Je vois mal quelqu'un sortir une bouteille de rouge de son sac qui vous le conviendrait tient moins bien dans un sac qu'un paquet de cigarettes et se servir un canon de rouge avant de reprendre le travail. On a une altération d'état de conscience, évidemment, avec la consommation d'alcool. Alors, bien sûr, dès le début et qui est dose dépendante. Au plus on va consommer, au plus forcément l'altération sera importante. Elle est présente dans les entreprises lors des pots de départ aussi, signature de contrat, et l'addiction va se mettre en place de façon insidieuse, un peu comme tout type d'addiction de toute façon, hein. Elle va se mettre en place jusqu'à ce qu'on devienne prisonnier de notre bouteille. Alors, les populations à risque, il faut cibler en priorité, je pense, comme pour le tabac, les jeunes, cette consommation de tabac et d'alcool devra être dépistée. On parle beaucoup de la RPIB, le repérage et intervention brève. Les femmes jeunes et donc les femmes enceintes ou potentiellement en âge de procréer. Dépister aussi les polyconsommations, c'est-à-dire les associations alcool-tabac, tabac-cannabis ou alcool-tabac-cannabis et alcool-cocaïne qui est de plus en plus présent dans notre société. Et puis évidemment les personnes à risque comme avec des troubles mentaux ou des troubles somatiques sous-jacents. La notion de verre standard pour l'alcool, c'est quelque chose que vous devez connaître, j'imagine. Tous les verres mentionnés ici ont la même quantité d'alcool, 10 grammes d'alcool pur. Et il est important de parler de la même chose parce que les gens ont du mal à faire le distinguo entre l'alcool fort et des alcools moins forts comme le vin ou la bière. Certains, pour eux, c'est même pas l'alcool. En fait, ils comptent que l'alcool fort en verre et le vin ou la bière, ce n'est pas de l'alcool. Et aussi le quid de la bière forte parce qu'il y a des bières standards, donc celles qui sont mentionnées là, un verre de bière standard à 4,5%, c'est 25 centilitres. Mais si on prend 25 centilitres de bière forte, ben forcément, il faudra multiplier par 2 parce qu'on a des bières à 8, 6, 10, 12 degrés. Et donc là, il faudra adapter. Et surtout que des fois, des gens nous parlent de boire une bière. Et en fait, c'est une bière de 50 centilitres à 8 degrés 6. Donc forcément, on va multiplier non pas par 2, mais par 4. Et quand ils nous disent 2 verres, ben en fait, ça en fera 8 verres standards. Donc ça, c'est important parce que il faut qu'on parle tous de la même chose. Alors, comment faire en entreprise? Et je vais finaliser comme ça. C'est important d'avoir cette attitude aussi et de parler vraiment, de mettre en place une aisance relationnelle dans nos entretiens et faire en sorte que l'alliance thérapeutique se mette en place parce qu'elle va être déterminante pour la réponse du patient au traitement. Ça veut dire qu'ils le prennent bien, mais qu'ils ressentent plus les effets bénéfiques que les effets secondaires. Et ça va passer par une écoute empathique, réflexive, être chaleureux, montrer qu'on le comprend, qu'on l'écoute et qu'on va réfléchir avec lui, on va se concerter et non pas imposer des objectifs ou des choix qui viendront de nous, soignants, sachants, mais plutôt une concertation avec le patient lui-même qui va se fixer des objectifs que l'on va plus ou moins valider, en tout cas qu'on va aller encourager pour qu'il les obtienne, et puis aussi peut-être lui dire que des objectifs doivent être atteignables, ceux-ci peut-être plus ou moins, mais en tout cas être authentique dans notre relation, et ça c'est vraiment important, et cette attitude, cette triade entre l'empathie, le côté chaleureux et authentique, c'est vraiment important de combiner les deux lors d'un entretien. Ça se travaille, c'est peut-être le faire naturellement ou jouer un peu les choses. Mais c'est vrai que certaines personnes n'ont pas les trois et c'est difficile du coup d'accrocher les patients dans ce cadre-là parce que la relation thérapeutique va rester un petit peu froide et c'est dommage pour la suite parce qu'on va être mené à voir la personne de façon régulière et récurrente et sur le long terme.
Pour commencer l'entretien motivationnel, je pense que autant on dit que les patchs et les substituts nicotiniques, la combinaison des substituts nicotiniques avec des formes orales est très importante, voire capitale, mais dans la prise en charge du tabac, eh ben en fait l'entretien motivationnel, la technique de l'entretien motivationnel et la maîtrise de cette technique est au moins aussi importante que les derniers substituts. Ça veut dire mettre en place une alliance thérapeutique comme on vient de le voir, mais c'est aussi renforcer la liberté de choix du patient et son efficacité personnelle en mettant en place des questions ouvertes où on va non pas être sur du factuel, mais plutôt ouvrir sur la réflexion commune, centrée sur un problème. Et centrée sur ce problème-là, avec le patient, qui va d'ailleurs, son regard va quitter le vôtre pour se détourner, pour se focaliser sur le problème et qu'il va falloir traiter un ou deux problèmes par consultation. Ça suffit de 10-15 minutes à l'entretien motivationnel. On peut faire déjà énormément de choses. Dans comment mener cet entretien motivationnel, il ne faut pas oublier que 80% de l'impression que nous font les autres ou que nous faisons aux autres passe par la communication non verbale. C'est la distance, c'est aussi le contact visuel, la posture que l'on va avoir, les mimiques, les gestes, notre intonation et la hauteur de notre voix pour faire passer nos messages. Et encore une fois, pour que ce que l'on va dire, et ça va être la façon dont on va le dire qui va passer avec ce patient qui sera en face de nous et on va un peu accorder nos objectifs et les messages clés qu'on veut faire passer. Tout ça pour faire passer les stades. L'entretien motivationnel, c'est ce qui va, pour reprendre les stades, va faire passer les patients de stade en stade jusqu'à ce qu'on arrive à la phase d'abstinence, d'arrêt du tabac, puisqu'on parle de ça. Donc l'abstinence, c'est quelque chose qui est un mot qui est omniprésent dans le milieu de l'addiction et de moins en moins, heureusement. Néanmoins, pour le tabac, l'objectif final va être l'abstinence, c'est-à-dire l'arrêt complet du tabagisme. On pourra passer par une réduction, voire un contrôle des consommations, et puis quand on contrôlera ces consommations au zéro, eh ben on aura gagné. Ça voudra dire qu'on sera un nouveau ex-fumeur ou un ancien fumeur, mais en tout cas qui a complètement arrêté son tabagisme. Et c'est ça qui est important et qu'il faudra valoriser le patient tout le long de notre suivi. Le déculpabiliser s'il rechute, et positiver sur tout ce qu'il a pu faire, même s'il a rechuté. Mais oui, mais vous avez arrêté pendant un mois, vous avez arrêté pendant 15 jours. Donc, vous êtes capable de le faire, donc vous serez capable de le faire et encore mieux parce qu'on va réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné. Un sportif ne gagne pas tous ses matchs, mais quand il y a un échec, eh ben justement, il va réfléchir à comprendre pourquoi il y a eu cet échec jusqu'au nouvel arrêt pour y arriver et vous y arriverez de façon plus importante. Alors, comment agir? Comment mettre en place des choses? Il y a plein de choses qui fonctionnent. Il y a l'Exapa, les hospitalisations de jour, les hospitalisations complètes pour les personnes qui, alors rarement pour le tabac, même bien qu'on ait déjà vu. En tout cas, c'est une prise en charge qui est globale, qui doit être coordonnée, où il y a le médecin traitant, le médecin du travail qui va être là pour coordonner et pour être en lien avec les différents acteurs que peuvent être les infirmiers, les psychologues du travail, les psychologues tout court, je dirais, le service social, les psychiatres, les addictologues. Et c'est j'espère que j'ai oublié personne, c'est les infirmiers, c'est toutes ces personnes-là qui vont faire que le sujet, l'usager va avancer, que ce soit pour le tabac, pour tout type d'addiction, et à réduire et se sentir non pas tout seul comme beaucoup de personnes, les patients le pensent, mais accompagné. Alors, qui peut adresser un patient pour être suivi? Ben, c'est l'Exapa, c'est l'Exapa qui peuvent hospitaliser aussi leurs patients, le médecin du travail, les médecins traitants, les médecins spécialistes, l'entourage ou le patient lui-même qui peut aller consulter dans un centre spécialisé, que ce soit en tabacologie ou en addictologie, puisque l'Exapa font l'addiction. Alors, pour conclure,
85% des dirigeants affirment être préoccupés par les questions de toxicomanie et leur impact au travail. Rappelez-vous que 20% des accidents du travail sont en lien avec les consommations de substances psychoactives. D'où l'importance de former des acteurs de prévention, de former des managers pour qu'ils puissent repérer directement dans l'entreprise et être un levier vers le service de santé au travail et ne pas laisser des personnes comme ça végéter des fois pendant 10 ans ou plus. C'est la responsabilité aussi de l'entreprise de prendre en charge correctement ses salariés et pas que la santé somatique, je dirais. Donc l'important, c'est de devenir des coachs un peu. Je dis coach parce que on peut pas former des personnes, des managers à devenir des soignants, c'est pas le but, mais qui puissent écouter, qui puissent valoriser les demandes et sans jugement accompagner vers le soin. Et je pense que si on arrive à faire ça en entreprise, c'est déjà une très bonne chose. Donc n'oubliez pas que toute addiction est difficile à traiter. Hein. C'est pas voilà, c'est pas parce que on dit à qui veut l'entendre que c'est faisable qu'on peut arrêter, que c'est facile et que ça se fait comme ça. Hein. Mais par contre, on va toutes les prendre en compte, on va les accompagner dans la globalité et la personne aussi dans la globalité pour justement avancer ensemble. Et n'oublions pas que chaque être est différent, donc il y a autant de fumeurs différents qu'il y a de fumeurs, qu'il est important de travailler en réseau et qu'il ne faut pas juger, bien sûr, c'est une écoute non jugeante et plutôt bienveillante qu'il va falloir mener, mais ça, je pense que je vous apprends rien du tout. Donc les messages clés, hein, j'ai un peu accéléré sur la fin pour rester un petit peu dans le timing. Donc parler du tabac, ça peut être le mode d'entrée dans l'entreprise pour parler d'autres types d'addictions, montrer que le tabac est un coût pour le salarié, mais aussi pour l'entreprise. On en a parlé tout à l'heure, qu'il y a des solutions qui existent et qui fonctionnent surtout. La partie médicamenteuse, si je puis dire, avec les substituts nicotiniques par patch, par forme orale, par gomme, par spray. Et puis, on a tout ce qui est non médicamenteux, l'association du psychocorporel avec des personnes formées, hein, bien sûr. L'hypnose, comme on fait dans mon service à Marseille. On a aussi des entretiens motivationnels et les thérapies cognitives comportementales. Tout ça pour dire que l'addiction est une pathologie globale et qui nécessite une prise en compte pluridisciplinaire. Mais on est aidé aussi par des actions locales qui sont relayées comme celle dont on vient de parler et qui nous réunit aujourd'hui. Le mois sans tabac, relayé par le CRES, et donc à nous de jouer. Mais on a vu qu'il nous restait du boulot parce qu'en PACA, on a encore pas mal de choses à faire. Donc on est loin d'être à la retraite. Si vous en doutiez, ben voilà, aujourd'hui, vous en êtes sûr. Je vous remercie de votre attention et j'espère pas avoir trop mononisé la parole. Non, mais en tout cas, je vous la laisse maintenant pour échanger sur tout type de difficultés ou questions que vous pourriez avoir. Merci. Oui, alors merci pour cette question. En fait, il est pas, c'est pas évident de répondre et de savoir qu'est-ce qui peut expliquer tout ça. En tout cas, on le retrouve dans les différentes addictions, c'est pas que pour le tabac, on le retrouve également pour la cocaïne. On se dit tiens, la cocaïne c'est que pour les gens de la jet set, etc. On le retrouve effectivement, mais là où on l'a le plus, c'est chez les demandeurs d'emploi. Et on s'est rendu compte aussi que maintenant c'était de plus en plus chez les étudiants. Alors, ça coûte cher, le tabac coûte cher aussi, in fine. Et pourquoi on le retrouve de plus en plus et on le retrouve plus chez ces personnes-là? Il y a une notion de précarité. Et d'ailleurs, je rajouterais les personnes qui sont en précarité, c'est là où on a le plus de réaugmentation, alors qu'on n'a jamais autant parlé d'inflation, de pouvoir d'achat suite à tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Et ceux qui ont le plus retrouvé, réaugmenté leur consommation en dépit du mois sans tabac, c'est les personnes en situation de précarité. Alors, il y a peut-être pas mal de choses. Il y a la pathologie mentale qui est peut-être associée aussi. Alors, quand je dis pathologie mentale, c'est pas du tout péjoratif. Hein, les troubles anxieux, les troubles bipolaires qui se sont déstabilisés aussi avec ce qu'on a vécu ces 3 dernières années. Les dépressions, les troubles anxieux, évidemment.
Donc voilà, c'est aussi des personnes qui consomment davantage. Après, peut-être aussi que ce sont des personnes qui consomment d'autres substances qui sont eux-mêmes, donc, ou qui se sont eux-mêmes désinsérées du monde professionnel. Et on a vu que ces personnes-là étaient plus fumeuses que les autres. Voilà. Après, on a aussi dans le milieu professionnel, le travail posté, les gens qui travaillent sur des plateformes, qui travaillent en 3-8, etc., sont plus fumeuses que les personnes qui ont, c'est des statistiques qui le montrent, qui sont plus fumeuses que les personnes en horaire bureau, par exemple. Voilà, donc je sais pas, j'ai pas la réponse type, mais en tout cas, voilà les explications qu'on pourrait trouver à ces personnes qui sont plus fumeuses alors qu'ils sont plus précaires. Proposer un sevrage tabagique est toujours opportun, quoi qu'il en soit. Il sera toujours il sera jamais maléfique, il sera toujours bénéfique. J'ai été interne il y a maintenant quelques années en unité pour malades difficiles à Avignon, à Montfavet. Et en fait, la politique à l'époque dans ce service, donc qui est un service lourd comme vous l'imaginez en termes de pathologie mentale, ben, la politique, c'était de dire non, c'est pas le moment, c'est pas le lieu de faire des sevrages tabagiques. Mais en fait, pas plus, pas moins. À partir du moment où une personne est motivée ou veut faire un sevrage tabac, ou en tout cas on peut l'accompagner à réduire sa consommation, du moment qu'elle est bien substituée, parce que j'entends la question sous-jacente, il n'y aura pas d'augmentation d'irritabilité ou de troubles dépressifs. On peut même imaginer de calmer les symptômes anxio-dépressifs avec un substitut correctement dosé. Là où on va aller chercher des antidépresseurs ou autres, il suffit juste d'augmenter les substituts pour en fait avoir un effet meilleur. Donc oui, l'HADS, qui est donc l'échelle validée pour ceux qui se demandaient ce que c'était pour dépister l'anxiété et la dépression d'autre part, qui est recommandé en effet pour le sevrage tabagique, que moi je fais faire aussi aux infirmières ou la travailleuse sociale avec qui je travaille, qui le fait faire aux patients pour le sevrage tabac. C'est intéressant au début et on peut même la faire refaire un peu plus tard dans le parcours de soins. Mais ça en dit un petit peu, mais n'oublions pas qu'on doit se fier aussi à notre clinique. Est-ce que la personne a un trouble anxieux ou dépressif? Ça empêche en rien le sevrage tabac. Il faudra ajuster. Il faudra peut-être mettre en place un anxiolytique, d'ailleurs, en évitant les benzodiazépines, évidemment, surtout celles de courte durée d'action. Et puis peut-être qu'on devra mettre en place un antidépresseur. Et puis pour terminer, les personnes qui sont en épuisement professionnel et ceux qui souhaiteraient justement travailler sur ça, évidemment que on a un lien entre pathologie mentale et donc burn-out et tabagisme, puisque on a un lien assez fort entre addiction, que ce soit alcool, pharmacodépendance avec les hypnotiques par exemple et toujours les benzodiazépines et le tabac. Donc oui, on peut proposer ça, jamais imposé évidemment, mais dans la mesure où le terme est approprié et qui a été donné par Blandine et proposé, évidemment on peut proposer et on peut euh, le sevrage ou la réduction, mais surtout l'accompagnement adapté à ces patients-là et à ces désirs, et on verra que les objectifs augmentent petit à petit. Alors, agir pour les personnes qui font le travail posté ou autre, on peut, enfin, en tout cas, nous, on, on est ouvert, je dirais, pour tout le monde, évidemment. N'oublions pas que les gens qui font du travail posté, c'est les gens qui travaillent la nuit. Donc, ils sont plus disponibles pour venir la journée en consultation ou autre. Donc, ça, c'est un point. Après, si je comprends votre question, en fait, c'est comment toucher ces gens-là, quoi. Comment arriver à faire qu'ils viennent consulter, parce qu'en fait, euh, qui viennent consulter, bon, on arrive toujours tous, qui qu'on soit, à aller consulter. C'est pas c'est pas le sujet le plus complexe, c'est de faire la dynamique et de toucher la personne, la dite personne, et faire le lien vers le soin.
Alors c'est sûr que atteindre des routiers, c'est compliqué parce qu'ils sont sur la route et donc on peut pas les avoir. Mais par contre en intervenant en entreprise, des fois ce qu'on peut faire, alors il y a plein de choses, hein, qui me viennent en tête, Blandine en saura quelque chose, mais il y a des sociétés qui ont mis en place, par exemple, des questionnaires, digitalisés ou destinés aux entreprises. Alors, plus, dans le cadre du burn-out, mais on peut tout à fait le faire pour le test de Fargastrom qui pourrait être couplé à l'HADS, par exemple, et qui pourrait être réalisé où qu'il soit par les salariés sur leur smartphone ou leur ordinateur, ce qui permettra à tout type de salarié calmement de faire ça. Alors bien sûr, les routiers passent pas au volant, évidemment, mais tout à fait de le faire et de dire, bah tiens, voilà, et après il en ressort, vous avez une anxiété, vous avez qui peut être gradée de je ne sais quoi, un tabagisme qui est moyen, modéré, sévère. Voici avec une géolocalisation où est-ce que vous pourrez consulter, où telle ou telle personne se tient à votre disposition, ou voilà, cliquez ici pour prendre un premier point. Après, bien sûr qu'on ne pourra jamais obliger quiconque à prendre rendez-vous. D'ailleurs, je le vois moi aussi dans mes consultations, quand le proche a pris rendez-vous pour la dite personne, la personne elle vient pas, ou alors elle vient au premier rendez-vous accompagnée, tirée par la peau des fesses par le, par le proche, le parent, etc., et qui est là et qui me dit oui, oui, ok, bon, bah, très bien, merci, au revoir, vous êtes très gentil, je reviendrai jamais. Donc ça, c'est sûr que, mais après, c'est à nous aussi d'accrocher, de dire, euh, on dit souvent que le boulot de la dictologue, s'il y a une chose à faire au premier entretien, c'est que la personne revienne au deuxième. Et c'est pas faux quand même, hein, c'est là où tout se joue. Donc ça, c'est un point. Après, sur le terrain, il y a un truc qui est rigolo à faire et qui fonctionne, c'est le CO test. Alors pas que, hein, mais accompagner ça de moisson tabac avec les CO testeurs. Bon, on a, je pense, tous fait dans notre carrière, faire souffler les personnes, leur dire bon voilà, à quoi ça correspond, tu as 22 de ppm, c'est quoi? Voilà à quoi ça correspond. Ta dernière cigarette, elle remonte à quand, etc. Tiens, il y a le cannabis ou pas? Ah, tu veux pas me le dire? Bon, bah, mais sache que le cannabis, ça peut entraîner ça ou ça. Après, des actions de sensibilisation aussi. Moi, j'ai pu faire dans des grandes, très grandes entreprises qui peuvent se permettre ça, une action de sensibilisation de 30-40 minutes, 1 heure, pour le mois sans tabac auprès des salariés. Enfin, salariés, managers, etc. On l'avait même fait aussi auprès de la direction, où on expliquait le tabagisme, en partie aussi ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire en fumant, on perd du temps, etc. Mais aussi, il y a une vulnérabilité par rapport aux maladies, etc. Une responsabilité éthique des managers pour les salariés, etc. Donc ça peut être un point. Et puis il y a, pour finir, à voir, mais je travaille aussi avec une société qui est sur Aix-en-Provence. Je ne sais pas si on a le droit de dire les noms, donc je ne dis rien, mais qui propose des tests salivaires. Alors pour la nicotine, mais pas que. Et ça peut être aussi une voie d'entrée, non pas bien sûr pour taper du doigt, et dire voilà, il y a un test, tiens, voilà, tu es positif au test, regarde, bah oui, tu fumes, ta dernière cigarette, c'était quand? Ok. Est-ce que tu veux faire le CO test? Oui, le CO test, donc tu vois, ça, c'est ça. Voilà. Et maintenant, on va t'expliquer si tu veux réduire, voilà, c'est progressif. Et après, bah, le but, bien sûr, c'est d'accrocher et d'entraîner des consultations et pourquoi pas un sevrage tabagique plus tard. Mais vraiment, il faut partir de tout petit. Voilà un peu les réponses que je peux donner, mais c'est quelque chose d'assez complexe, évidemment. Bah, la réglementation, la loi Evin, elle est toujours de mise. Après le lobby, je pense que ça, c'est on en est toujours victime, hein, de toute façon, hein, et pas que pour le tabac d'ailleurs, hein.
Alors oui, il y a une obligation légale, ça c'est clair. Par exemple, l'employeur ne peut pas laisser repartir quelqu'un, qui est alcoolisé, lors d'un pot de départ, si la personne a un accident, c'est l'employeur qui pourra être tenu comme responsable. Et oui, il y a des sanctions pénales, bien sûr. Enfin, je ne sais pas si la question c'était des sanctions, que l'employeur peut mettre en place pour les salariés ou si l'employeur peut avoir des sanctions. Oui, oui, c'est le cas. Donc ça, c'est aussi un volet qui peut peut-être entraîner des, euh, des réflexions et des mises en place d'actions au sein de l'entreprise de la part de l'employeur. Mais oui, oui, bien sûr, il y a une responsabilité. Alors, il faut savoir que le craving est une dimension psychologique qui a encore beaucoup de recherches devant elle à faire. On n'a pas encore bien identifié la région neuroanatomique qui sous-tendait le craving, si tant est qu'il n'y en ait qu'une en fait. On sait que le craving aussi est, peut revenir et peut s'exprimer différemment chez une même personne et peut revenir même longtemps après. Et ça, c'est une notion qui est importante. Et on sait aussi que le craving est, est très indicé et très généré par les stimuli extérieurs, ce que les Anglais appellent les cues, qui peuvent être rencontrer une personne avec qui j'ai consommé, ça peut être je pense au produit, je vais dans un lieu avec qui j'ai consommé, j'ai une émotion aussi parce qu'il y a ça aussi, cette variabilité, c'est le mauvais contrôle des émotions et on a même, nous, travaillé avec mon équipe dessus, on a fait des publications sur ce sujet, entre l'alexithymie et le craving. L'alexithymie, c'est la régulation, les capacités de régulation émotionnelle et l'expression du craving. Alors nous, on l'a plutôt fait dans la cocaïne. On est en train de débuter une autre étude avec l'alcool. Et d'ailleurs, une des limites du premier travail sur la cocaïne, c'est qu'il n'incluait pas le tabac. C'était dommage. Mais oui, il y a une variabilité et il y a des expressions qui peuvent arriver à des moments très lointains en fait de l'arrêt. Et c'est ce qui fait dire des fois à des gens, ah ben, quand on est fumeur, on l'a toujours été et que si on reprend une cigarette, on risque de rechuter. Ce à quoi je réponds, en fait, traiter une addiction, c'est pas traiter la consommation, mais traiter le fond. Et que si le craving s'exprime, c'est qu'il y a peut-être un mal-être sous-jacent, quel qu'il soit. Ça peut être une anxiété, une dépression. Le plus puissant des anxiolytiques, n'oubliez pas que c'est l'alcool, il agit fort, il agit vite et on le trouve où on veut. Et donc, j'ai aussi cette petite expression qui vient de moi, hein, du coup. Prenez un anxieux, donnez-lui des benzos, vous en ferez un addict. Et le travail le traitement des anxieux, c'est pas les anxiolytiques benzo, c'est les antidépresseurs. Donc c'est vraiment le travail de fond qui est à la fois bon médicamenteux, mais surtout psychothérapeutique, qui va faire un travail, qui va nous faire faire un travail de fond et surtout accompagner les personnes pour éviter justement de rechuter dans le craving. Après, il y a aussi, je finirai là-dessus, des ateliers que l'on fait aussi dans mon service à Marseille sur la gestion du craving. Donc, on va apprendre aux personnes à réduire le craving, à reconnaître surtout le craving et à maîtriser leur craving quand il arrive. Ce qui n'est pas chose facile, j'en conviens parfaitement. Merci pour votre question. En fait, j'ai des slides que j'ai pas mis là. En fait, on a des études qui ont montré que la fumée expirée, ce que les Anglais appellent second hand smoke, ben, en fait, on a beaucoup moins de particules que quand il s'agit de la fumée expirée provenant d'une cigarette électronique par rapport à celle provenant d'une cigarette classique. Donc clairement, entre l'un et l'autre, il n'y a pas photo.
Ensuite, oui, la loi est ce qu'elle est, on n'a pas le droit de vapoter, dans ces lieux-là. On n'a pas le droit de vapoter également dans l'avion. Alors c'est plus par des risques, de, de batterie, d'incendie, et cetera. Mais vous pourrez me dire: «Mais avant, on pouvait fumer dans les avions et dans les bureaux et le risque incendie, il était même plus important». C'est vrai, mais bon, voilà, c'est comme ça, les choses évoluent. Donc ça, c'est pour la législation. Ensuite, mon point de vue sur la cigarette électronique, il est clair. Il vaut infiniment mieux fumer la cigarette électronique que des cigarettes, manufacturées ou roulées ou quelle qu'elle soit. Donc si la personne n'est pas ouverte à une réduction et encore moins à un sevrage tabac, on peut lui proposer un passage ou une utilisation de la cigarette électronique, de la vape. C'est ce que nous avons commencé à faire chez Addiction France, notamment au XAPA de Salon-de-Provence, mais dans les autres XAPA d'Addiction France du 13, un partenariat avec les vapes du cœur, où on a une possibilité de délivrer des cigarettes électroniques, des vapes, qui ont été du coup validés par Addiction France, aux personnes qui le souhaitent. Mais on a associé ça évidemment à un accompagnement pluridisciplinaire où donc on a mis un petit protocole en place où il y a une présentation du protocole par la travailleuse sociale et des consultations qui seront mises en place, alors des entretiens avec l'infirmier et le cas échéant avec moi-même pour le suivi. Et donc c'est une véritable démarche et pas simplement une dispensation de vape, puisque on prend un peu le contre-pied des magasins qui vendent des cigarettes électroniques, qui sont des magasins qui sont là pour vendre, hein, pour faire du commerce, qui ne sont pas toujours très bien formés dans le sujet, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on s'est dit, bah, nous on est experts en la domaine, on est professionnels, donc pourquoi pas nous accompagner ces personnes, puisque la réduction du risque et la dicto a toujours été les précurseurs pour la réduction des risques et des dommages, hein, en toxicologie, l'alcool, eh ben, pourquoi pas pour le tabac, parce que là, on est clairement dans la réduction des risques. On n'enlèvera pas l'addiction, mais on va réduire les risques qui pourraient être générés par la consommation de cigarettes. Alors, les pots de départ, je ne sais pas si c'est plus pour les hommes ou pour les femmes. En fait, les pots de départ, tout le monde y participe et donc tout le monde peut y être confronté. Le travail d'affirmation de soi, donc la capacité à dire non aux autres, et à soi-même, et là peut-être pas mal aux autres, va être importante. Après, par rapport à la pression, certainement. Alors ça, oui, on entend beaucoup aussi de femmes, et ça, c'est les collectifs qui sont menés par les femmes, et justement le droit des femmes qui mentionne cela, c'est qu'une femme a besoin d'en montrer plus et d'en faire plus pour réussir à un poste équivalent pour un homme. Donc peut-être du coup plus de pression, comment dire, de pression euh, et de et de et d'objectifs plus importants, plus difficiles à atteindre, et donc plus de pression chez ces femmes-là, qui nécessiterait du coup leur petit anxiolytique que peut être l'alcool. Enfin petit, je dis petit, je devrais dire leur maléfique ou leur complexe euh, anxiolytique, parce que euh, c'est lui qui va pouvoir peut-être générer une addiction derrière. On commence toujours par une expérimentation, une consommation, et ça peut être une addiction chez certaines personnes. Donc oui, bien sûr, le pot de départ, je ne sais pas si c'est plus pour les hommes plus pour les femmes que pour les hommes. En tout cas, la pression, oui, je pense que ça, c'est un élément, mais qu'on retrouve chez les hommes, hein. N'oublions pas que l'addiction touche plus les hommes que les femmes, sauf pour les médicaments. Enfin, la pharmacodépendance, benzodiazépine, opioïdes, là, on a prévalence supérieure chez les femmes par rapport aux hommes, mais sinon, tout type de produit, toutes les autres, c'est plus les hommes qui sont touchés. Enfin, pour l'instant, peut-être que ça va s'inverser. Je ne souhaite pas, évidemment, mais à ce jour, c'est comme ça. Disons que des lieux fumeurs à l'intérieur,
il y a toujours cette espèce de mise en cage des personnes qui fument, même si c'est pas le terme. Et puis en plus, alors il y a des bouches d'extraction, etc. Mais là, pour le coup, c'est vraiment un, un lieu clos et propice à la double exposition. Euh, Après, comment intervenir bah, justement dans ces endroits spécifiques pour les fumeurs, est-ce qu'on a mis à disposition bah, de l'affichage? Est-ce qu'il y a justement à l'entrée de la salle fumeur un, des brochures du mois sans tabac? Est-ce qu'il y a le numéro de Tabac Info Service? Parce que c'est là qui sont les fumeurs en fait. Donc une affichette ou des documents pour eux, bah, c'est peut-être là qu'il faut les mettre euh, plus qu'ailleurs. Et puis peut-être que c'est là aussi qu'il faut proposer un flash code pour télécharger un replay comme le nôtre ou un flashcode vers l'application Tabac Info Service qui est super bien faite, ou justement mettre en place un petit quiz qui se fait très facilement, un petit sondage que l'entreprise peut faire via l'infirmier du travail, le médecin du travail, en disant bah, un petit quiz, est-ce que vous souhaiterez, est-ce que vous êtes fumeur depuis combien de temps, est-ce que vous êtes fumeur, j'imagine oui, mais du coup depuis combien de temps, est-ce que vous souhaitez arrêter, est-ce que vous souhaitez diminuer, si une action était mise en place, sous quel mode, sensibilisation, atelier de groupe motivationnel, etc. Et là, si on sonde les personnes et on voit combien on a de réponses et combien on voit de réponses positives on a, bah, peut-être qu'on peut mettre une action à ce moment-là. C'est là où on peut sensibiliser l'employeur, c'est là où on peut mettre en place bah, ces résultats qu'on a eus auprès de l'employeur, de dire ben voilà, voyez ce il y a un lieu, voilà ce qu'on a mis, regardez ce qu'on peut, les résultats qu'on a eus. Bon, on attend encore un peu ou on agit maintenant? Je pense que pour les employeurs, il faut être très opérationnel en fait, hein, il faut être force de proposition. Oui. Aucun problème avec ça. Il a jamais été dangereux de fumer des cigarettes avec un patch, donc il n'est pas du tout dangereux de vapoter avec des patchs. Si la personne continue à vapoter, à savoir s'il y a de la nicotine ou pas, parce que s'il vapote sans nicotine, aucun intérêt, donc il est correctement substitué, donc il va y avoir un travail à faire sur le comportement, le geste, et donc c'est là où les techniques cognitives et comportementales pourraient être utiles. Ensuite, s'il y a de la nicotine, c'est qu'il n'est pas correctement dosé. Donc là, il va falloir reprendre avec lui. Je vous conseille aussi de faire un CO-test pour voir si effectivement il est à zéro, parce que la vape n'entraîne pas une augmentation du CO-test. Donc s'il est augmenté, on pourra dire qu'il n'y a pas que la vape, mais il y a aussi des cigarettes. Et s'il continue à vapoter, il faut savoir avec quel degré de nicotine, s'il y a de la nicotine dedans. Et à ce moment-là, il faudra que vous augmentiez les patchs jusqu'à ce qu'ils soient confort avec cela. Donc ça peut être par des patchs ou augmenter les substituts nicotiniques oraux aussi, hein. N'oubliez pas qu'il y a le spray, qu'il y a les gommes et les pastilles. Après, n'oubliez pas, attendant que les questions viennent, que les gommes, elles se mâchent à l'allure où on tire sur la cigarette, hein. On mâche pas la gomme comme un chewing-gum, sinon toute la nicotine va tomber dans l'estomac. D'une part, il y aura une inefficacité puisqu'elle doit aller vers le cerveau, mais elle va tomber dans l'estomac et du coup faire des pesanteurs gastriques. Donc, le patient va dire ça fait mal au ventre et ce n'est pas efficace. À juste titre, c'est parce qu'en fait, il faut les mâcher un coup. On attend, laisser bien diffuser la nicotine et remâcher 30-40 secondes après pour avoir l'efficacité. Donc c'est pour ça. Et pareil pour les pastilles, ce qu'on appelle les bonbons, les pastilles à comprimés à sucer entre la joue et la gencive pour laisser diffuser la nicotine. Voilà, bien par rapport en transmuqueux. Non, non, non. Bah après, chacun le verra différemment. Je pense que si elle est vécue de façon intrusive ou de façon un petit peu, comment dire, un peu aversive, c'est que la personne, elle n'est pas prête à en parler et qu'elle ne désire pas en parler. Mais absolument pas. Non, une mesure où dans la, enfin,
une discussion dans la mesure où elle est sans jugement, bienveillante et elle n'impose rien, parce qu'elle n'impose rien en fait. Hein. Proposer, c'est pas imposer. Elle ne sera jamais mal reçue. Comme je dis, si elle est mal reçue, c'est en fait les personnes qui se sentent agressées, ils en diront long sur eux, leur rapport au tabac et la peur qu'on leur enlève quelque chose. Mais encore une fois, on peut vite désamorcer tout ça. Et non, moi, pas de souci avec ça, au contraire. Hein. Mais ce qui est important, c'est de toute la façon dont on va dire les choses. Et c'est important. Comment on va communiquer, comment on va l'expliquer, comment on va le présenter et l'afficher. Et ça, c'est très important. Plus important même que le contenu de ce qui va être dedans, quoi. Bah, déjà, je voulais remercier à nouveau le docteur Cutarella pour toute la richesse d'informations qui ont été apportées, et puis surtout des exemples d'actions concrètes qu'on peut mettre en place. Merci à vous. Voilà, merci auprès donc des professionnels que vous accompagnez et auprès de qui vous intervenez. Donc on vous remercie de votre participation. Je voulais rajouter une information que je n'ai pas donnée au début de ma présentation, mais de vous dire que Santé publique France a mis également en place une plateforme qui s'appelle la plateforme Employeurs pour la santé. Donc c'est une plateforme qui a pour vocation donc de favoriser et d'accroître la responsabilisation de l'employeur face à la santé de ses salariés, et par laquelle il pourra aussi valoriser donc son engagement, en tout cas en matière de prévention et d'action santé auprès de ses collaborateurs. Donc sur cette plateforme, le démarrage de cette plateforme s'est fait sur une première thématique qui concerne l'arrêt du tabac. Et donc le site met à disposition des outils qui sont adaptés pour déployer au sein des entreprises une politique de prévention et de promotion de la santé, avec donc l'objectif d'inciter et d'aider les employeurs à construire une stratégie pour améliorer l'état de santé et du bien-être de leurs collaborateurs. Donc à terme, cette plateforme va aussi s'enrichir d'autres thématiques liées aux addictions comme l'alcool et autres, et à d'autres thématiques de prévention et de promotion de la santé. Donc ma collègue Aurélie vous a mis le lien du site si vous souhaitez le consulter. La prochaine thématique du prochain webinaire portera sur le tabac et les maladies chroniques, donc qui aura lieu le 12 janvier prochain de 14h à 16h avec Justine Dubuc, qui est infirmière en pratique avancée en oncologie et tabacologie au service d'oncologie multidisciplinaire et innovation thérapeutique à l'hôpital Nord. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour toute question sur comment nous, en tant qu'ambassadeur Moi Sans Tabac, on peut vous accompagner dans vos actions de prévention, à contacter le docteur Cutarella via le site qui vous a communiqué si vous souhaitez avoir bien plus d'informations. Et puis voilà, donc je vous dis à une prochaine, en espérant vous retrouver bientôt. Merci Ania, merci à tous, toutes, je voudrais dire toutes, parce que je crois que c'est le cas, les participantes. Et sachant que, comme vous l'avez dit, j'ai mis mon site, c'est un format blog où vous pouvez avoir pas mal d'informations. Il y a mon mail aussi dessus si vous avez des infos, que ce soit pour les actions d'entreprise. Et puis peut-être aussi pour les patients, pour après adresser vers l'EXAPA ou le centre dans lequel je travaille. Parce que on l'a assez dit aujourd'hui, mais le travail en réseau est super intéressant déjà, mais important pour les patients. Et donc il faut le mettre en place et puis il faut l'entretenir ensuite. Comme l'action Moi Sans Tabac, il faut qu'elle soit entretenue pour qu'elle fonctionne. Et c'est ce qu'on fait grâce à des acteurs comme vous, comme nous, comme le CRES, et continuons ces actions-là d'année en année. Et merci pour votre invitation, Ania, et puis tout le CRES, quoi. Merci. Et juste, j'en profite parce que j'ai oublié d'aborder ce point. Vous l'aviez évoqué pendant votre présentation, l'entretien motivationnel. Donc je voulais juste signaler que dans le cadre de la campagne Moi Sans Tabac, Santé publique France et l'ARS PACA Finance
enfin dans le cadre en tout cas des financements de nos missions, des formations et notamment des formations à l'entretien motivationnel qui sont mis en place dans les différents départements. Alors sur le 13 et le 83, les formations ont déjà eu lieu, mais sur les autres départements, il y a des dates qui sont à venir. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez vous rapprocher de nous pour qu'on vous communique le programme qui est en cours de construction ou de vous rapprocher du comité d'éducation pour la santé de votre département. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous inscrire à une formation sur l'entretien motivationnel qui est donc gratuite pour les participants puisque financée par l'ARS et Santé publique France. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt.